l'aveu de faiblesse était plutôt le fait d'avoir vu le pont sur le détroit de Kerch attaqué. Et en tout cas, on le pense avec une opération ukrainienne, ce qui montre que même la Crimée ne serait pas en sécurité, ce qui, pour la Russie, est quelque chose d'important. Et en tout cas, n'est pas un tournant de la guerre, mais c'est un acte qui, une fois de plus, montre la capacité des Ukrainiens à pouvoir peser sur ce conflit et à montrer que ce ne seront pas des victimes expiatoires du jeu de massacre dans lequel s'est lancée l'armée russe. Par conséquent, ce qu'on peut voir, c'est que la manière qu'a eu Vladimir Poutine après cette explosion sur le pont, sa réponse, en quelque sorte, est celle d'une escalade militaire qui fait suite à l'escalade politique qui a lieu il y a une dizaine de jours avec le fait d'avoir annexé les régions à l'est de l'Ukraine. Donc escalade militaire qui passe par le bombardement d'un certain nombre d'infrastructures, avec une idée claire du côté de Vladimir Poutine, qui est que cet hiver, eh bien les capacités de production d'énergie, d'électricité, d'eau de l'Ukraine viendront à manquer, et on peut estimer que de ce point de vue-là, l'objectif de Vladimir Poutine, c'est de pousser finalement davantage d'Ukrainiens à migrer, c'est d'affaiblir encore davantage le pays. Alors justement, vous parliez de Vladimir Poutine et avec voilà cette salve de missiles hier et aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser que face à des événements comme ce qui s'est passé sur ce pont de Crimée, cette explosion, est-ce qu'on peut penser qu'il peut aller plus loin avec l'utilisation notamment d'armes nucléaires de petite ou de moyenne puissance? En matière de nucléaire, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que il n'y a pas de fatalité. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a plusieurs échelons en dessous desquels la Russie peut agir sans avoir recours à l'arme nucléaire. Mais il est vrai qu'à ce stade, il serait inquiétant de mettre totalement de côté l'utilisation d'armes nucléaires, tout simplement parce qu'en n'imaginant pas les scénarios possibles d'usage, on pourrait se rapprocher du moment où ce risque serait plus élevé. En d'autres termes, la Russie a encore d'autres cartes avant l'arme nucléaire, mais elle a également d'autres moyens de pousser. Il y a d'abord tout simplement la mobilisation générale qui avait eu lieu il y a une dizaine de jours et dont on commencera à voir les effets très certainement d'ici 2, 3 semaines au plus tôt. Et Avec un puis il y a potentiel de également 300 000 l'hypothèse réservistes. qui est celle de l'entrée effectivement en conflit de la Biélorussie. Oui, justement, j'allais vous poser la question sur cette entrée en scène militaire de la Biélorussie. Quel poids cela peut-il avoir justement dans cette guerre? Ce qu'il faut voir, c'est que le président biélorusse eh bien, est fragilisé depuis le mois d'août 2020, période à laquelle eh bien, les élections à laquelle il s'était mené auraient donné un vainqueur différent d'Alexandre Loukachenko. Donc tout simplement, depuis le mois d'août 2020, le procès en illégitimité du président Loukachenko est posé. Pour ses opposants, il n'y a plus aucune légitimité. Et donc se pose effectivement la question aujourd'hui de sa survie politique. Sa survie politique dépend du soutien qu'il reçoit de la part de la Russie. Et donc l'entrée en guerre des troupes biélorusses, eh bien, militairement, ce n'est pas une armée extrêmement entraînée, ce n'est pas une armée qui a combattu sur le terrain, mais néanmoins, on peut estimer que cela pèsera sur les défenses ukrainiennes, tout simplement parce que dans cette hypothèse d'une attaque de la Biélorussie, eh bien, il faut garder un certain nombre d'hommes autour de la région de Kiev et autour du nord du pays. Et donc, le fait est qu'il est compliqué pour l'Ukraine à la fois d'être capable de reconquérir les territoires dans la région de Kherson, dans la région de Kharkiv, et en même temps de défendre le territoire par le nord de toute ingérence biélorusse.